Eh bien, non. Qu'est-ce que vous êtes nombreux et nombreuses, c'est formidable. Je me doute que ce n'est pas pour moi, mais je suis quand même content que vous soyez tous et toutes ici devant nous. Nous poursuivons notre plongée dans l'importance et l'influence des réglementations pour la transition écologique. CSRD, taxonomie verte, tri à la source des biodéchets, directive greenwashing, fonds vert, de très nombreuses règles vont entrer en vigueur cette année et dans les mois qui suivent. Alors s'agit-il de contraintes supplémentaires ou de réelles opportunités pour transformer son activité? Je laisse la journaliste Nathalie Croiset et son panel d'invités passionnants y répondre. Si le temps le permet, ils répondront également à vos questions. Pour les poser, il vous suffit d'aller sur Slido ou Slido, j'ai toujours jamais su comment on prononçait ce truc, mais ça s'écrit slido.com. Derrière moi s'affichera très bientôt le QR code qui vous permettra de vous connecter. Il vous suffit de vous connecter, d'indiquer l'identité de la session et de poser vos questions. Voici donc la réglementation au cœur des changements de modèle. Nathalie, le plateau est à toi. Je vous en prie, installez-vous comme vous le souhaitez. Écoutez, bonjour mesdames, messieurs. Je suis ravie de vous accueillir donc, pour cette conférence qu'Alexandre a très largement présentée. Donc, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail parce qu'on va vraiment parler des enjeux de réglementation et je crois qu'il y a quelques sujets un petit peu d'actualité en la matière. Donc, je m'assois pour pouvoir présenter tous nos intervenants plus confortablement. Je vous passerai la parole dans un instant, Bénédicte, parce que vous allez vous présenter aussi un peu plus longuement. Pascal Demurger, merci beaucoup d'être avec nous, un président de la Maïf, également coprésident du mouvement Impact France. Évidemment, c'est dans ce sens aussi que vous allez intervenir auprès de nous et parler dans un instant de réglementation. On est ravis d'accueillir également Brune Poirson. Merci beaucoup, directrice développement durable du groupe Accor. Et également, on le sait bien, vous avez été, on va dire, également au sein du gouvernement. Donc, vous pouvez avoir une vision aussi sur ce sujet réglementaire. Et puis, on est ravis d'aller voir ce qui se passe ailleurs qu'en France. Ça fait du bien également d'aller voir du côté de la Wallonie. Avec vous, Bénédicte Hendricks, vous êtes directrice générale de SP Warney, est-ce que je prononce ça correctement ou pas? Parce que moi, je ne suis pas toujours au fait. Je crois qu'on a une slide qui permet quand même d'expliquer voilà, ce que vous faites parce que vous n'avez pas nécessairement le même mode de fonctionnement que nous. Normalement, tous les micros fonctionnent naturellement. Donc, allez-y, je vous en prie. Ça fonctionne. Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, effectivement, je m'appelle Bénédicte Hendricks. Je suis directrice générale du SPW, donc du service public de Wallonie, qui est en charge de l'agriculture, des ressources naturelles, de l'environnement, de la biodiversité, des forêts et aussi du bien-être animal. Et donc, la Wallonie est un confetti. Et donc, je rassemble toutes les administrations régaliennes qu'on peut avoir en France, telles que l'ONF ou l'Agence pour la biodiversité, etc. Et je crois que c'est un très gros avantage, et on l'entendait ce matin, dans un monde qui est de plus en plus complexe et qui vise qui a des visions écosystémiques. J'ai entre les mains toutes les compétences, toutes les politiques sectorielles qui aujourd'hui doivent beaucoup plus se parler en transversalité, que ce soit l'agriculture, la biodiversité ou encore l'environnement. Un dernier mot, je suis directrice générale et donc j'ai les missions régaliennes d'une administration et donc je donne les permis, donc je suis Madame Environnement, mais je suis ici Madame Contrôle, police et contrôle en matière d'environnement et pour le reste, nous subsidions, nous subventionnons, nous conseillons le gouvernement comme toute administration peut le faire. Voilà, et donc vous avez un rôle très transverse dont vous allez parler dans un instant. Alors, ce que je propose sur cette table ronde, c'est qu'on commence à voir un petit peu, on va dire, les atouts évidemment que peuvent avoir et notamment l'intérêt pour les entreprises, la réglementation. Peut-être se poser des questions de savoir s'il n'y a pas quand même des limites et pourquoi pas, comment on pourrait mieux faire. Alors, partons de cette première question, c'est vraiment au cœur du sujet. Quels sont les intérêts de la réglementation pour des entreprises? En quoi peuvent-elles être incitatives et vous pousser finalement toujours à faire mieux? Brune Poirson, je vous pose la parole en premier pour Accor. Avant toute chose, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse d'être là. Évidemment, Pollutech à Paris, c'est bien. Ça permet de continuer à porter le flambeau et évidemment à se battre sur des sujets où parfois on voit très bien qu'on a un peu le vent dans le dos. Et du coup, peut-être pour répondre directement à votre question, quand on a le vent dans le dos, il faut avoir des points d'appui. Et ces points d'appui-là, ça peut être et ça doit être la législation, la régulation. Alors évidemment, c'est pas très à la mode aujourd'hui de dire ça parce que c'est plutôt un peu la mode de la législation verte bashing, pour utiliser vraiment un terme anglo-saxon, mais qui, je trouve, s'applique particulièrement bien.
Et aujourd'hui, à mon sens, la question, elle est moins celle de la régulation, parce que je pense qu'aujourd'hui, et on s'est beaucoup battu pour ça, quand je dis on, c'est je pense beaucoup de personnes dans la salle, et même plus largement, et continuons à le faire, on a déjà un stock législatif qui est important. Je pense que ce qui compte aujourd'hui vraiment, c'est une question de méthode, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'il y ait la législation sur le papier et puis la législation qu'on met en œuvre. Et c'est dans cette mise en œuvre aussi que continue à se dessiner la législation. Et donc, c'est quel dialogue on établit potentiellement avec l'État, comment on redéfinit la collaboration entre acteurs publics et privés pour pouvoir mettre en œuvre la législation justement de façon la plus intelligente possible, de façon à ne pas créer des blocages, mais plutôt à continuer à faire en sorte qu'on ait du vent dans les voiles. Alors pour parler du groupe Accor, quelque part, vous êtes un catalyseur de changement, aidé en cela quand même par la réglementation. Sans la réglementation, ça serait extrêmement difficile, je vous le dis franchement, d'avancer pour un groupe comme Accor. Pourquoi ? Et en particulier, si vous voulez, dans une entreprise de service comme Accor, parce que le groupe Accor n'est pas propriétaire des hôtels. Nous sommes franchiseurs, hein, pour dire les choses simplement. Et donc, la régulation est en fait finalement le point d'entrée du dialogue qu'on peut engager avec un propriétaire d'hôtel pour lui dire attention, voilà le décret tertiaire, voilà potentiellement la CSRD pour certains d'entre eux, voilà un certain nombre, bref, d'autres régulations. Je ne vais pas toutes les lister, mais elles sont nombreuses. Et c'est ça qui nous permet d'engager le dialogue et donc de les encourager à mettre en place des mesures. On ne peut pas les forcer parce que les contrats ne le permettent pas, qu'on engage avec les franchisés. En revanche, on peut vraiment fortement les encourager et surtout les aider à mettre en œuvre cette régulation-là. Et donc finalement, la régulation, c'est un peu la plateforme de dialogue qui nous permet d'accélérer et de mettre en œuvre. Donc c'est absolument crucial, fondamental, je ne le répéterai pas assez. Alors vous avez prononcé le mot de CSRD, on y arrivera tout à l'heure. Je poserai évidemment une question sur ce sujet-là, ça fait partie d'un des thèmes d'accroche de cette table ronde, mais je vais poursuivre avec Pascal Demurger aussi pour commenter et dire du point de vue des entreprises quels sont les intérêts de la réglementation. Parfois on a l'impression de certains mauvais esprits disent la voie patronale freinerait un peu la réglementation. Oh, ça peut sans doute lui arriver, oui, bonjour à toutes et à tous. Ça peut sans doute lui arriver. Moi, je distinguerais bien, comme l'a fait Brune, finalement les principes et les modalités. Sur les principes, je pense qu'il est difficile de ne pas s'accorder sur le fait que, malgré tout, la réglementation est évidemment utile. N'hésitez pas à bien rapprocher le micro, parce que comme il y a le bruit ambiant pour tous ceux qui sont dans le fond et qui sont nombreux, je vous en prie. L'époque où on se disait que la main invisible du marché suffisait à réguler finalement les activités humaines au fond et la société, évidemment cette époque est révolue. Aujourd'hui, on le sait, les entreprises créent des externalités négatives et notamment bien sûr la pollution et le réchauffement climatique. Et évidemment, ces externalités négatives ont pris une telle importance que oui, la régulation est nécessaire. En revanche, dans les modalités, moi, je crois qu'il y a vraiment trois choses importantes. La finalité, les modalités en elles-mêmes, et notamment la question de la complexité, et puis la question de le rythme, finalement, de changement, la stabilité des réglementations. Sur la finalité, bien sûr, la réglementation a vocation à poursuivre des objectifs d'intérêt général. C'est sa fonction, c'est complètement normal. Je pense qu'aujourd'hui, et particulièrement dans le monde dans lequel on rentre, avec l'élection de Donald Trump, avec, on le voit bien, une remise en cause progressive des grands principes du commerce international, des règles de l'OMC. On rentre dans une période dans laquelle il est complètement indispensable et il est urgent que toutes les réglementations, à côté de ce motif d'intérêt général, aient aussi comment dirais-je, une contribution à la protection de nos marchés, à la protection de l'économie française, à la souveraineté économique à la fois de la France et de l'Europe. Je pense que c'est indispensable. Autrement, si les réglementations nous pénalisent par rapport à des concurrents, qu'ils soient chinois, américains ou autres, évidemment, ça devient très, très problématique. Finalité, modalité, il y a évidemment un sujet de complexité infinie. Et c'est ça que l'on voit quand on voit l'iceberg de la réglementation, la pointe, la partie émergée, c'est évidemment la complexité. On parlera de CSRD, qui est vraiment une réglementation utile,
mais peut-être en effet d'une complexité qui fait qu'elle décourage un certain nombre de dirigeants. Et du coup, mais on y reviendra, je pense, derrière la complexité, il y a évidemment les modalités d'élaboration. Comment les règles sont-elles construites, co-construites idéalement, rarement le cas aujourd'hui, avec notamment les représentants des entreprises. Et puis, il y a la question de la stabilité. La première chose que les dirigeants d'entreprise attendent, c'est la stabilité de l'environnement réglementaire, qu'on ne soit pas obligé de changer de pied en permanence. On l'a vu récemment avec les déclarations de Stellantis sur le véhicule électrique. Oui. Ben oui, quand on fait des centaines de millions d'euros d'investissement pour mettre en place des chaînes de fabrication de véhicules électriques et qu'on se prépare à des échéances réglementaires extrêmement dures, ben oui, on a besoin d'une stabilité de ces règles. Et alors du côté de la Wallonie, évidemment, on va revenir au sujet CSRD, puis vous avez commencé à lancer, on va dire, des leviers et des pistes. Comment ça se passe en termes de cadre réglementaire et pour les entreprises, Bénédicte Heinrichs? Je crois que les deux précédents intervenants ont bien déjà planté le décor. C'est vrai que le cadre légal, c'est les règles du jeu, et c'est la stabilité, c'est les règles du jeu qui sont partagées et qui sont connues de tous. Et ça, c'est essentiel pour le secteur économique. Mais je pense que la deuxième chose qu'une règle donne, que la réglementation donne aussi, c'est qu'elle donne la direction. On ne prend pas une directive, on ne prend pas un décret en 15 jours. Et donc, généralement, on laisse aussi du temps aux entreprises pour se déployer, pour se mettre à jour. Mais ça donne donc la direction et ça donne aussi des perspectives et des opportunités économiques. Je vous donnerai un seul exemple. En 2020, on a pris une directive sur la qualité des eaux en Europe. Cette directive visait notamment les normes en matière de PFAS. Ces normes en matière de PFAS ne doivent entrer en vigueur qu'en 2026. En Wallonie, c'est tombé sur moi, gros scandale au PFAS dans l'eau de distribution. Et depuis, eh bien, je vois des progrès technologiques, des progrès technologiques phénoménaux. Ici, d'ailleurs, à Polytech, on peut voir plusieurs entreprises qui ont développé des technologies qui permettent aujourd'hui de développer aussi un secteur dont hier, on ne parlait pas encore, alors que la règle était là. Le problème, et c'est moi mon élément naturel, c'est la réglementation, le dédale. Et donc, je crois que par rapport à le problème par rapport à la réglementation, trop on est bien d'accord, mais aussi c'est la question du sens. Et si je viens sur les législations en matière environnementale et de nature, généralement, Béné Hendrix, elle est au fond du couloir, à droite. L'environnement, ah oui, il fallait encore que je pose une question, si je peux mettre mon entreprise là. Ah oui, il faut que je m'interroge si oui ou non on peut décimer les 10 dernières chauves-souris dans ce champ-là. Et ça, je crois que c'est parce qu'il y a une certaine incompréhension de l'intérêt de la protection de l'environnement ou de l'intérêt de la protection de la nature et qu'on comprend mal parfois les contraintes fortes, par exemple pour protéger les 10 dernières chauves-souris dans un champ ou le crapaud calamite, pour prendre un exemple bien connu en Wallonie. Par rapport à ça, je crois que c'est vrai que cette question du sens est en train de beaucoup évoluer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, mais il y a aussi beaucoup de travailleurs qui sont extrêmement attentifs par rapport à ça. Et les lignes bougent et elles sont co-construites de plus en plus dans les objectifs des stratégies des entreprises. Et je crois que ça avance dans au moins 2 directions. Je vous donnerai 2 exemples. L'année dernière, je suis venue à Lyon Polytech et là, il y avait toute une rangée, toute une allée, rien que de nouveaux métiers d'entreprises générales qui forment des ingénieurs à la biodiversité, des entreprises générales où on n'a pas besoin de l'expertise de l'administration, on vient avec sa propre expertise et on protège soi-même le crapaud calamite ou la chauve-souris, des espèces d'habitat, parce que ça a été intégré, ce sont les nouveaux métiers d'avenir, c'est donc sa force d'emploi et ses forces de développement. Et je crois qu'aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est votre prochaine question, la CSRD va tout révolutionner. Parce que tant qu'à présent... C'était ma prochaine question. Donc je terminerai donc là-dessus, comme ça je ne garde pas le crachoir trop longtemps. Mais moi, ce que je constate, et ça fait 20 ans que je travaille dans la question de l'environnement, c'est qu'avant, les politiques sectorielles de l'environnement ou de la nature, c'était des petits moyens en termes financiers, c'était hors du scope des entreprises, et généralement, ce qu'on attendait de mon administration, c'est qu'elle vienne avec sa petite pelle et son petit seau pour réparer les dommages à l'environnement ou à la nature. Et aujourd'hui, avec le CSRD, en fait, c'est une politique sectorielle financière qui vient complètement traverser l'ensemble du scope et donc du monde des entreprises et qui va nous permettre de travailler sur 3 choses qui sont fondamentales et qui sont vraiment difficiles à mettre dans des politiques en place actuellement.
c'est que les données des entreprises vont être harmonisées, concaténées, et qu'on va pouvoir mieux comparer les progrès des entreprises par rapport à la protection de l'environnement et par rapport à la protection de la nature. Je pense aussi que l'analyse de risque que désormais les entreprises vont devoir faire, que ce soit sur leur impact sur l'environnement, c'était 30 ans d'environnement, c'est quel est mon rejet sur la surface eau, quel est mon rejet dans l'air. Aujourd'hui, les entreprises, on leur demande aussi d'évaluer l'impact sur leur infrastructure ou sur leur business model du réchauffement climatique, des inondations, etc. Ce qu'elles n'avaient jamais fait. Et ça, je crois que ça va vraiment transformer le monde dans lequel on vit et l'accélérer. Et enfin, il y aura des moyens d'action plus importants. Avant, j'avais une petite pelle et un petit seau. Et demain, nous aurons des moyens fiscaux, des moyens financiers pour mettre en avant cette transition écologique. Voilà, donc vous mettez en avant tous les atouts de la CSRD. C'était ma prochaine question, mais vous avez commencé à en parler. J'allais dire, vous pouvez aller faire un plaidoyer auprès de Michel Barnier, qui a quelques questionnements justement et qui évoque un moratoire et un report pour les PME. Alors, la CSRD, productif, contre-productif, comme on entend des petits bruissements autour, parce que c'est sûr que ce n'est pas facile à mettre en place, vous l'évoquiez, mais ça, une vraie opportunité quand même pour les entreprises. Moi, je pense que la CSRD, elle est extrêmement emblématique de là où on en est sur la régulation environnementale aujourd'hui. Et finalement, tout à l'heure, et c'est un peu ce que disait aussi Pascal, c'est vraiment une question de méthode. Et pour moi, la méthode, elle est vraiment aussi importante que le texte en lui-même. C'est la méthode de mise en œuvre. Et je crois qu'elle pose cette question fondamentale-là, aujourd'hui. Et la méthode, dans quel sens? D'abord, c'est la question du leadership qui se pose. Et souvent, la CSRD, en fait, c'est très facile parce que beaucoup ont envie... C'est parfait, la CSRD, en fait, parce que ça peut apparaître de l'extérieur comme une sorte de monstre bureaucratique. C'est exactement ce que beaucoup cherchaient pour se dire, mais tiens, là, il y a une conjonction d'opportunités pour aller balayer un peu d'un revers de la main toute une série d'avancées environnementales. Je ne dis pas forcément que c'est fait sciemment avec un esprit cynique et négatif, mais on voit que se conjugue à la fois un contexte politique potentiellement quand même de plus en plus compliqué et difficile, le fait qu'aujourd'hui on rentre dans le dur, l'an prochain, 2025, c'est les 10 ans de l'accord de Paris, et en plus de ça, de la régulation, qui est aujourd'hui un arsenal quand même assez important au niveau européen comme au niveau français. Et donc là, ça donne une conjonction et une synthèse de points d'accroche sur lesquels on pourrait tout envoyer quelque part balader, et certains essayent de le faire. Oui. Le Premier ministre, par exemple, parce qu'on s'achète de la légitimité à bon compte auprès de certaines parties prenantes, certains chefs d'entreprise aussi. Et c'est pour ça que je pense que la méthode de mise en œuvre de la régulation, elle est clé. Donc, sur la CSRD, pour y revenir, c'est une question de leadership. Est-ce que les chefs d'entreprise, ceux notamment des grandes entreprises qui sont les premiers assujettis à la CSRD, se sont réellement posés avec leurs équipes pour se dire qu'est-ce qu'exige la CSRD? La CSRD, ce n'est pas une liste d'indicateurs à la mort moelle-neu ou en tout cas éternelle, c'est vraiment un plan de transition. Et c'est là-dessus qu'un chef d'entreprise doit donner du sens et doit mettre au travail aussi ses équipes. Est-ce que tous l'ont fait? J'en suis pas persuadée. La deuxième méthode aussi, c'est de se dire, moi en tant qu'entreprise, où est-ce que j'ai les plus gros impacts? C'est la question de la matérialité, en particulier de la double matérialité. Et là encore, comment est-ce qu'on réorganise le travail dans l'entreprise pour identifier ces points vraiment matériels, et ensuite, quels sont les indicateurs qui vont y être rattachés, et ensuite, derrière, c'est vraiment la méthode de mise en œuvre, parce que le reporting, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est comment ensuite on se donne des trajectoires pour atteindre les objectifs. Donc encore une fois, c'est une question de leadership, c'est une question de méthode, et c'est vraiment ça que la CSRD interroge, et c'est vraiment là-dessus, c'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher, entre guillemets. C'est normal que le début soit potentiellement un peu difficile, parce qu'on manque encore de méthode sur la mise en œuvre, mais fondamentalement, c'est une régulation, on le voit dès aujourd'hui, qui a permis au sein, ne serait-ce qu'au sein des entreprises, de faire sauter certaines digues et de donner des lignes claires de directives, et finalement de construire vraiment à l'échelle un plan de transition. Donc c'est un petit peu complexe, parce que c'est nouveau, mais c'est tout à fait important, et c'est majeur pour peu qu'on prenne le temps de s'en emparer au sein des entreprises. Alors évidemment, je peux que vous faire réagir, parce que Brune Poisson disait que c'est une question de leadership. Donc comment les chefs d'entreprise s'emparent de ce sujet, Pascal Nemurger? Alors je suis complètement d'accord sur cette question de leadership, et un des gros sujets de la CSRD, c'est finalement quel usage de la CSRD.
Je vais pas revenir sur ce que Brune disait mieux que je n'aurais pu le faire moi-même, c'est-à-dire la question de finalement la manière dont les entreprises peuvent faire de la CSRD, non pas simplement un reporting obligatoire, mais véritablement une trajectoire de décarbonation et une trajectoire d'amélioration d'une manière générale. Il y a cette utilité microéconomique au niveau de l'entreprise. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il y a aussi une utilité, et c'est même totalement indispensable, macroéconomique. Je m'explique. Aujourd'hui, on a des politiques publiques à l'égard des entreprises. Par exemple, le versement de bon an, mal an, en France, entre 200 et 250 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises. Évidemment, on a une fiscalité qui s'applique à l'ensemble de l'entreprise. Un certain nombre de normes, de réglementations qui s'appliquent également à l'ensemble des entreprises. Aujourd'hui, que ce soit ces aides, cette fiscalité, que ce soit d'ailleurs les appels d'offres publics également, que ce soit la réglementation d'une manière générale, s'applique de manière indifférenciée, quel que soit l'effort que l'entreprise a fait, en particulier pour dépolluer sa production, pour éviter, contribuer au ralentissement du réchauffement climatique ou lutter en faveur de la biodiversité ou que sais-je. Or, évidemment, l'entreprise, l'investissement dans la dépollution, par exemple, évidemment, engendre des coûts qui sont relativement importants. Aujourd'hui, il n'y a aucun encouragement à faire ça parce qu'il n'y a aucune conditionnalité des aides publiques, il n'y a aucune modulation de la fiscalité en fonction du comportement des entreprises. Mais encore faut-il, pour juger du comportement des entreprises et envisager de modifier, d'adapter la réglementation ou la fiscalité à la réalité de ce que font les entreprises, encore faut-il avoir des points de comparaison. Et CSRD, par la rigueur, vous le souligniez tout à l'heure, par la rigueur de la mesure, au fond, par le fait que ce soit auditable, que ce soit finalement aussi rigoureux que le reporting comptable, qui sert de base précisément à la fiscalité. Le fait que ce reporting extra-financier soit d'une telle rigueur permettra demain, et très rapidement en réalité pour les grandes entreprises, dès 2025, en effet une base de comparaison qui va permettre au pouvoir public, s'ils s'en saisissent, encore une fois, de conditionner le versement d'aide publique à l'effort réel qui est fait, de, pourquoi pas, moduler la fiscalité. Est-ce qu'il est normal qu'une entreprise qui pollue dans le même secteur et une entreprise qui a consenti des investissements extrêmement lourds pour dépolluer sa production, la même production, est-ce qu'il est normal que le taux d'impôt sur les sociétés soit identique pour ces deux entreprises ? Moi, je ne crois pas. Et non seulement ça n'est pas normal, non seulement ça ne va pas dans le sens de la transition, mais en plus c'est de la mauvaise gestion des finances publiques, parce que évidemment, si on ne décourage pas la pollution, ça génère des charges futures pour les budgets des années à venir. Donc oui, je crois que c'est une opportunité qui est forte, à condition à la fois que les entreprises s'en saisissent comme possibilité d'une trajectoire. Alors je vois le temps qui file parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant 2 heures de ces sujets de réglementation et vous avez peut-être quelques questions aussi à poser à nos intervenants, mais je voulais faire quand même un troisième tour de table, on va dire, en rassemblant deux sujets. Vous avez parlé des problèmes de conditionnalité et finalement les aides publiques, la question de la fiscalité. Évidemment, la réglementation, elle aide, mais elle a aussi des limites. Donc quelles sont les limites que vous voyez ? Vous avez commencé à l'évoquer. Et puis en même temps, peut-être évoquer certains leviers pour pouvoir permettre d'accélérer le mouvement, on va dire, en la matière. Je vous passe la parole tout d'abord, Bénédicte. Alors, les limites à la réglementation, ce sont les meilleurs braconniers qui font les meilleurs gardes-chasse, n'est-ce pas ? Et donc, pour moi, il y en a 4. La première limite, c'est la contrôlabilité de la norme. Si un État n'est pas capable, établit des normes mais qui n'est pas capable d'envoyer la police de l'environnement ou de contrôler cette norme, alors la norme ne sert à rien. La règle du jeu ne sert à rien. D'autre part, il y a l'atteignabilité de la norme. Aujourd'hui, on peut mesurer les molécules de manière de plus en plus précise, mais tous les laboratoires, toutes les entreprises ne sont pas capables d'arriver facilement à cette atteignabilité de la norme. Il faut donc faire en sorte que le secteur économique se sente en confiance de faire les investissements pour pouvoir atteindre les normes qu'on lui impose. Sinon, il y a un gap trop grand.
Et c'est pour ça que Polytech est un rendez-vous incontournable, parce que je le disais tout à l'heure, ça nous permet, nous, administration, de voir quelles sont les meilleures techniques disponibles sur le marché aujourd'hui, de discuter sans être Madame Contrôle ou Madame Permis avec les entreprises pour pouvoir mieux alimenter nos permis et donc avoir une réglementation qui soit plus ajustée à la capacité qu'ont les entreprises aujourd'hui, sans nécessairement réduire le niveau d'exigence, bien entendu. Alors je crois que la norme tue la norme, ça c'est sûr. La norme tue la norme, et la rapidité, la densité, la complexité, finalement, font que on ne prête plus attention à la norme. Or, c'est plutôt les règles du jeu en société, c'est plutôt quelque chose d'important. Et il y a quelque chose de plus en plus nouveau et qui devient extrêmement dangereux, en tout cas pour l'expérience que j'en ai, c'est que vous avez ce qu'on appelle des effets de bord entre les politiques sectorielles. Entre la politique de REPowerEU sur la transition énergétique, qui est équivalente, donc il a l'équivalence de la loi sur la conservation de la nature au niveau européen, où ce sera la Restoration Law. Une administration comme moi se tire les cheveux parce que ma main droite dit « oui, mais fais-moi de la place, je voudrais bien me mettre un petit peu ». Et dans les autres pays, les administrations sont vent debout les unes contre les autres, parce qu'en fait, chacun est légitime dans sa politique sectorielle, mais le fait de vouloir faire une transition écologique a un effet net sur l'artificialisation des sols, sur le respect de la nature et donc sur la destruction de certains écosystèmes. Et donc, on se retrouve vraiment aujourd'hui face à un public et aux entreprises où finalement les politiques sectorielles sont légitimes mais peuvent se contredire. Et là, je rassure comme notre audience, on fait des gros efforts pour travailler notamment sur REPowerEU, qui est un des gros enjeux pour les grosses entreprises et pour le monde européen aujourd'hui, de faire en sorte que l'on trouve des solutions entre l'administration de l'environnement, de la nature et de l'énergie pour faire en sorte qu'on trouve les zones d'accélération où on peut mettre des éoliennes, où on peut mettre de l'hydroélectrique, mais aussi trouver les zones cœur où on va protéger la nature, parce que ça aussi, on ne fera rien sans conserver les deux. Et ça, je crois que l'Europe, effectivement, est un monde très complexe. La réglementation est complexe, mais comme on le disait ce matin, je ne sais pas si vous avez entendu les autres interlocuteurs, mais on est quand même dans quelque chose où on n'est pas tout seul au monde et où je pense que ce vrai débat démocratique autour de toutes ces contraintes et de cette réglementation sont quand même de bon aloi pour notre avenir. Et parmi les clés, peut-être à soulever, vous qui travaillez clés, aussi sur... Oui, je le fais maintenant, vous voyez ce que je veux dire. j'aurais terminé. Alors, je crois, il y a trois choses, et je serai rapide. Je crois que le modèle ne doit pas nécessairement évoluer, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je crois qu'il faut revenir au principe. Et la première chose, c'est que ce qui n'a pas été compris tant qu'à présent dans le monde de l'entreprise ou dans la société, c'est que le principe de DNSH, donc Do Not Harm, c'est-à-dire que il faut d'abord éviter le problème environnemental ou éviter le problème au niveau de la nature. Il faut sinon réduire son impact et puis seulement compenser. Et jusqu'à présent, il y a eu des conflits. Parce que généralement, les entreprises, quand elles demandent un permis, quand elles veulent développer une activité, elles vont directement à la solution 3. Madame Hendrix, qu'est-ce que vous voulez? On va les supprimer, vos 10 petites chauves-souris, mais regardez l'emploi, regardez le développement économique, et je vais finalement compenser, je vous planterai des haies à 30 km d'ici. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'à un moment donné, ce qui est en jeu, c'est de ne pas faire disparaître, par exemple, certaines espèces. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la CSRD va nous aider à réfléchir à ça, parce que, comme ça a été répété, la CSRD, elle va faire, dans son analyse de double matérialité, en fait, l'entreprise va devoir réfléchir à sa propre matérialité, à sa propre vulnérabilité. Et je vous donnerai un seul exemple, et je termine par là. Avoir les enjeux et les impacts. Bien sûr. Je discutais avec une copine qui est banquière en Suisse, qui est banquière à Genève, et je lui expliquais que j'ai vécu les inondations. Des copines sympas. Hein. Oui, bon, il faut savoir être ouvert au monde. Et donc, 2021, on a subi les inondations en Wallonie. J'étais en première ligne parce que je m'occupe aussi des cours d'eau non navigables, ceux-là même qui ont débordé. Et je lui expliquais qu'aujourd'hui, plus jamais je ne laisserai une station d'épuration s'installer dans le lit des cours d'eau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous faudra 6 ans pour reconstruire ces stations d'épuration. Que sur le moment même, on s'est dit, c'est pas grave, sauf que pour trouver des entreprises pour reconstruire aussi vite, c'est pas possible. Et surtout, on a cru à l'époque que le problème environnemental n'était pas très important. Et en fait, si. Parce qu'avec la conjonction du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on a eu sécheresse et inondations, aujourd'hui, 70% des poissons où les stations d'épuration ont été détruites. Sur le moment même, il n'y a pas eu de problème de problèmes environnementaux, mais aujourd'hui, nous avons un vrai problème parce que toute la biomasse a disparu. Pourquoi? Parce que moins d'eau, plus de pollution, et donc la biomasse a disparu. Et donc, je lui disais que je ne laisserai plus jamais une station d'épuration s'installer
dans le lit de la rivière. Pourquoi ? Parce que s'il y a un prochain coup d'eau, et on sait que ça va revenir dans le cadre du réchauffement climatique, elles seront de nouveau emportées. Et donc je lui disais, écoute, la résilience, c'est ça, c'est de les mettre au bon endroit. Et elle m'a dit, mais tu sais, pour moi, c'est un investissement sûr. Et aujourd'hui, avec la CSRD, c'est ça que nous allons regarder. C'est où et comment les entreprises protègent leur infrastructure, comment est-ce que les entreprises utilisent cette analyse de la vulnérabilité pour protéger leur infrastructure et leur business model. Et aussi la finance qui va commencer à s'intéresser au sujet. Et en tant qu'assureur, je ne peux que vous approuver. Exactement. Alors, je vous ferai réagir dans un instant. Je passe la parole à Brune Poisson de la même façon sur les limites et évidemment les clés aussi peut-être pour bien faire. Vous avez porté en France évidemment la loi AGEC et parfois vous regrettez quand même que ça soit compliqué à mettre en place. Que ce soit compliqué à mettre en place, j'ai envie de dire, c'est le propre d'une législation efficace, hein, c'est de faire bouger les lignes. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est quelque part assez regrettable, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé la méthode de dialogue et de collaboration fructueuse entre l'État ou ceux qui élaborent les politiques publiques et de l'autre côté, quelque part, les entreprises. Alors évidemment, il y en a qui savent le faire beaucoup mieux que d'autres. C'est tout l'avantage, évidemment, du mouvement que dirige Pascal et qui, je crois, devrait vraiment faire des émules. Mais pour ne pas les citer, il y a une grande fédération d'entreprises françaises. Je vous donne un exemple typique. Hein. Au sortir du Covid, le premier réflexe, c'était... On sortait du Covid, évidemment, période extrêmement difficile sur le plan financier comme économique. Vous le savez tous beaucoup mieux que moi. Premier réflexe, on va au ministère de la Transition écologique et on demande un moratoire sur tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui est dans les cartons, sans se poser vraiment la question, simplement par principe, en réalité. Et ça, évidemment, moi, j'y ai opposé une fin de non-recevoir, d'autant plus que je suis convaincue et je reste convaincue qu'une politique environnementale peut aussi aider nos entreprises à gagner en compétitivité et donc le pays aussi en souveraineté et donc derrière en capacité à mettre en place ses propres normes et ses propres lois. Et donc j'y ai opposé une fin de non-recevoir, mais donc ça a été vraiment presque un conflit ouvert hein, entre cette fédération, grosse fédération d'entreprises françaises et évidemment... Qu'on ne citera pas, mais je pense que tout le monde la voit très bien. J'espère que j'ai été assez claire pour que tout le monde sache de qui il s'agissait. Et on a fini quelque part par passer, entre guillemets, en force. Alors absolument pas à l'Assemblée, où ça a été une des lois qui a été votée, je parle de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été votée avec le plus large consensus, vraiment. Il n'y a eu aucune voix... contre, simplement quelques abstentions. Mais finalement, je pense que ça aurait été plus productif et au moment de l'élaboration de la loi et ensuite au moment de l'élaboration des décrets d'application. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'une loi est votée que derrière le travail est fini. C'est vraiment à ce moment-là que remontent les intérêts particuliers et que dans des lieux un peu feutrés se dessinent ou quelque part s'altèrent certains pans majeurs de la régulation. Et donc c'est là où il faut qu'on arrive à redéterminer et à mettre en place une nouvelle méthode et qu'on parle vraiment de lobbying positif. Parce que les responsables politiques ont besoin d'être aiguillés. Le monde change extrêmement rapidement. Plus que quiconque, les entreprises sont aux premières loges de ça, a fortiori pour certaines qui exportent ou qui travaillent avec l'étranger. Et donc, on a besoin de cette méthode-là et de cette élaboration-là. Et on voit très bien que quand ça ne se fait pas, quand ce sont un jeu de rapports de force, alors on n'arrive à rien parce que finalement, c'est un conflit de rationalité. Rationalité économique et financière d'un côté, rationalité environnementale de l'autre, un peu ce dont vous parliez, Bénédicte. Et finalement, c'est un rapport de force et c'est celui qui va arriver à passer quelque part, je caricature à outrance, hein, et aujourd'hui on arrive à trouver des plateformes et des lieux de dialogue, mais globalement, force est de constater qu'on reste extrêmement ancré dans quelque part une approche assez 20e siècle et qu'on n'a toujours pas réussi à trouver des nouveaux modes de collaboration qui permettent d'élaborer des législations qui, dès le début, sont utiles. Il ne faut pas être naïf. Hein. Il y aura toujours des conflits de rationalité, mais dans un on peut les atténuer. Et dans un contexte compliqué comme celui qu'on vit actuellement aussi, où on demande beaucoup aux entreprises, la même structure dont vous parliez a dit, voilà, ce sont des emplois aussi qu'on supprime si on nous met trop d'impôts. Donc, on ne se met pas à réfléchir nécessairement à ces enjeux environnementaux. Oui, mais c'est là où il faut faire le travail jusqu'au bout, et c'est ce dont parlait là aussi Pascal, c'est la question de la fiscalité. Aujourd'hui, on va quand même se dire les choses. Hein. Aujourd'hui, un plan, que ce soit le pacte vert ou en France la planification écologique, qui est mis sur la table sans réponse financière et fiscale à côté, c'est la moitié du travail qui est fait,
voire, et encore je suis gentille, la moitié, je dirais à peine un quart. C'est ce qu'on avait fait dans la loi anti-gaspillage. On avait prévu toute une série de mécanismes à travers le mécanisme du pollueur-payeur et de la notion de responsabilité élargie du producteur qui devait apporter les ressources. Encore faut-il que l'État fasse son travail jusqu'au bout et pousse les industriels à le faire. Mais cette question vraiment du financement de la fiscalité, il est majeur. On avait les gilets jaunes. Ça aurait pu être l'occasion de se dire, bon, OK, on se pose, même si c'est 5 ans, on réouvre le chantier de la fiscalité et on le fait. On ne l'a pas fait, c'est une occasion manquée. J'étais au gouvernement à l'époque, j'en prends en partie la responsabilité aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un moment de crispation. On a l'arsenal législatif qui est en place et on a des exemples, comme par exemple le mouvement Impact France, qui montrent que c'est possible et qu'il y a une voie pour le faire, au moins du point de vue de la méthode. Donc on n'a plus d'excuses, il faut qu'on le fasse. Donc c'est possible. Je vous passe la parole justement pour synthétiser alors ces questions de limites que vous avez commencé à évoquer et surtout quels sont les leviers justement pour avancer. Je vais peut-être, si vous êtes d'accord, vous répondre sur deux choses. D'abord, revenir un tout petit instant sur les critères de la qualité de la réglementation et puis ensuite, bien sûr, sur les modalités d'élaboration qui peuvent conduire à une réglementation de qualité. Les critères de qualité, on en a cité quelques-uns, je n'y reviens pas. La question de la stabilité, la question, bien sûr, de la pertinence, la question de la complexité. Je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, le sujet de la proportionnalité. On parlait de CSRD. Je pense que c'est un des problèmes de CSRD, c'est-à-dire d'avoir une norme qui s'applique de manière uniforme jusqu'à des entreprises de taille quand même relativement modeste, de 150 salariés. Et quand on est un grand groupe, moi je dirige un groupe relativement important, il y a 10 000 salariés, je peux vous dire que la mise en place de CSRD, ça a été un projet d'1 an avec des consultants extérieurs, avec plusieurs ETP en interne. C'est quelque chose de relativement lourd. Alors que sur ce sujet du reporting, on peut avoir un reporting de qualité proportionné aux moyens de l'entreprise. Tu citais Brune et je t'en remercie, Impact France. Impact France, donc, qui est un mouvement d'entreprise, hein, c'est un mouvement d'entreprise, mais d'entreprises qui se sentent avoir une responsabilité à la fois sociale et environnementale, et des entreprises de tout secteur et de toute taille. Et il y a parmi les plus grandes entreprises françaises qui font partie d'Impact France. Impact France a élaboré ce que l'on appelle un impact score, c'est-à-dire, à l'instar de CSRD, une évaluation des impacts sociaux et environnementaux, d'ailleurs pas seulement environnementaux, de l'entreprise sur son environnement, et avec une facilité d'élaboration, hein, c'est répondre à un questionnaire d'une centaine de questions qui permet ensuite d'établir un score. C'est extrêmement accessible. Et c'est complètement CSRD compatible parce qu'on l'a construit aussi dans l'esprit et dans la logique de CSRD. Donc cette question de la proportionnalité est importante. Et d'ailleurs, les grands groupes aujourd'hui étant appelés à répondre sur leur scope 3, vont demander aux PME qui sont prestataires de ces grands groupes de rendre des comptes, de montrer patte blanche. Évidemment, l'impact score peut être une solution significative. Deuxième critère important, hein, c'est vraiment la finalité. Je parlais tout à l'heure du sujet de la souveraineté économique de la France et de l'Europe. Je pense qu'on est vraiment à un moment où on a une opportunité extraordinaire de combiner des normes relativement exigeantes, et elles le sont déjà, à la fois au plan social et au plan écologique, et en même temps la protection de notre territoire. Évidemment que ces normes ne doivent pas seulement s'imposer aux industries qui travaillent sur le sol européen, mais doivent s'imposer également aux importations, quelle que soit leur nature. On a fait un tout petit début du chemin avec la taxe carbone, le mécanisme de compensation carbone aux frontières, le MACF, d'ajustement carbone aux frontières. Mais c'est vraiment un tout petit bout du chemin. La logique de ces réglementations fixant des exigences sociales et écologiques et compensant
le non-respect de ces exigences sur les importations par une taxation à l'importation est évidemment, je crois, une voie d'avenir. Juste un mot sur les modalités d'élaboration. Je rejoins complètement ce que disait Brune. Le problème de la qualité de la norme, c'est que tout simplement, la norme est le reflet de la qualité de notre fonctionnement politique, ni plus ni moins. La question de la stabilité de la norme ou de l'instabilité de la norme renvoie à la question de l'instabilité politique et la gestion du court terme. Le court terme prime toujours sur le long terme. Et donc, en effet, si on veut élaborer demain des normes qui soient à la fois stables, de qualité et facilement, comment dirais-je, faciles à mettre en œuvre dans les entreprises, alors oui, ces normes doivent être discuter en amont, discuter avec les entreprises, avec les secteurs, discuter avec les mouvements patronaux. Pour danser le tango, il faut être deux. Il faut que les pouvoirs publics le veuillent, il faut que les mouvements patronaux le souhaitent également. Je ne sais pas si c'est, Brune là aussi le pointait, on ne va citer personne, je ne sais pas si une posture de refus systématique et complet et total sur non à la réglementation, non aux charges, non à la fiscalité, je ne sais pas si cette posture, finalement, à la fin du jour, rend service aux membres de mouvements qui sont trop dans le refus systématique. Nous essayons en tout cas chez nous d'être dans la co-construction et pas le refus systématique. Alors, plus je vous écoute, plus ça me suscite évidemment des questions, mais je crois qu'on est gagné par le temps, si je puis dire. Alexandre, est-ce qu'il y a une question qu'on peut proposer de la salle quand même avant de clôturer, même si, comme je disais, on pourrait en parler pendant des heures de ce sujet qui est quand même vaste. Alexandre ? Oui, alors il y a une question qui fait écho, je crois, au propos de M. Demurger, justement sur le coût éventuellement pour les plus petites structures de l'application de ces normes. C'est une question qui vous est posée évidemment à tous les trois. Que pensez-vous de la pression mise aux petites entreprises par les grands groupes pour limiter le coût de leur CSRD ? Moi, je vais vous faire une réponse extrêmement concrète. J'ai proposé, et cette fois je vais les citer, au président du MEDEF, et je m'apprête à le faire aux instances de l'AFEP, qui regroupe les grandes entreprises françaises, je leur ai proposé de leur mettre à disposition l'impact score d'Impact France pour que ces grands groupes puissent le suggérer aux PME prestataires de ces grands groupes. Et là, pour le coup, on allie les nécessités du reporting dans le cadre du scope 3 et la facilité de mise en œuvre. Merci. Peut-être pas une réponse nécessairement à cette question, mais si en 30 secondes vous voulez clôturer, ajouter quelque chose au débat ou répondre, allez-y, je vous en prie, Brune. Peut-être pour dire, il y a vraiment, pour aller dans le sens de ce que disait Pascal, déjà, il existe un certain nombre de choses qui peuvent acculturer et les grandes entreprises et les PME ensemble. Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre, ça existe déjà. On peut penser évidemment à l'impact score. Et la deuxième chose aussi, c'est là encore, quel dialogue et comment est-ce qu'on arrive à innover un peu financièrement ? C'est-à-dire comment on utilise l'argent de l'État, peut-être pour dérisquer certains investissements, tout au sein au sein de la chaîne de valeur de ces grandes entreprises. Et je pense que tous ces mécanismes-là, il y a encore beaucoup de frilosité, à la fois de la part des services de l'État, surtout dans un contexte de disette, mais qui devrait justement nous pousser à innover plutôt que de camper sur des positions où... non, c'est plutôt comment vraiment on utilise l'argent public vraiment différemment pour faire effet de levier. Bref, il y a toute une série d'innovations financières qui peuvent là être mises sur la table, être testées. C'est tout à fait faisable et surtout c'est indispensable et ça doit exister et ça peut exister tout au long des chaînes de valeur. C'est fait parfois à encore trop petite échelle quand on regarde dans certains pays émergents. C'est fait avec des mécanismes financiers innovants qui sont parfois soutenus par des grandes agences de développement comme la Banque mondiale ou la SFI. Pourquoi ces mécanismes-là, on ne les reprendrait pas aussi en partie en France ? Et je suis sûre que là, il y a un réservoir d'innovation qui est majeur. Vous voulez ajouter quelque chose en 30 secondes, Bénédicte ? Ou vous avez tout dit ? Non, vous avez tout dit ? Si, allez-y. Voilà. Et après, on va conclure cette table ronde.
je crois qu'en tout cas, en ce qui concerne la question sur des petites entreprises, la pression, là peut-être que je sors un peu de mon bar de réserve, mais je pense qu'effectivement, comme ça vient d'être dit, c'est surtout toute la chaîne de valeur qui doit être revue et où on va vraiment avoir les forces de frottement sur finalement qui domine dans l'histoire et comment est-ce qu'on se repartage et comment on refait cette chaîne de valeur depuis la production jusqu'à la commercialisation. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, je crois vraiment, comme ça a été dit ce matin, que l'avenir, il est fait de modularité. Ce matin, on disait SMH, moi je dis modularité, mais c'est la même idée. C'est des petits cercles concentriques où on part de la base et on crée des choses. Et je vois ça notamment dans le secteur carrier, qui est un gros secteur en Wallonie, mais qui est très impactant sur son environnement et qui, à travers les projets LIFE qu'on évoquait aussi ce matin, eh bien, ont réussi à mettre en place des choses qui ont revu complètement leur propre chaîne de valeur et leur propre manière de travailler avec leurs soumissionnaires, avec les gens avec qui doivent travailler et qui ont fait tout progresser le secteur, qui est pourtant très impactant, dans une recherche de protection de la biodiversité, où ils n'ont pas besoin de nous pour le faire, mais par contre, ils sont dans un cadre LIFE, donc la logique européenne, et où ils protègent, avant de décaper le sol, la biodiversité. Un autre cas, ça c'est sur la cycle de l'eau, Spa Monopole, vous connaissez, je crois. Donc c'est l'eau qu'on a en Wallonie, Spa Monopole, qui est connue à travers le monde. Ben, eux, c'est une grosse entreprise, mais ils se mettent en cheville avec des petits parcs naturels, avec la ville de Spa, avec l'administration, avec tous mes experts en matière de nature. Pourquoi ? Parce qu'une seule occurrence PFAS sur la réserve d'eau, et c'est fini de Spa Monopole à travers le monde entier. Et donc là, à travers la plantation de haies, à travers la restructuration de certains habitats, ils sont en train de revoir complètement leur business model, de revoir complètement leur chaîne de production, en intégrant différemment les choses qui avant n'étaient pas quelque chose d'important pour eux. En tout cas, on a bien vu que la réglementation était bien au cœur de cette transformation, que ça pouvait être un levier, mais dans la stabilité et en étant co-construit, parce que l'idée, c'est évidemment plus que jamais qu'il faut travailler tous ensemble. En tout cas, je peux vous remercier tous les trois d'être intervenus et merci beaucoup pour cet échange. On peut vous applaudir. Et je repasse la parole à Alexandre. Merci et bonne journée à vous tous sur Pollutech.